Yela Massive, Bombini, bienvenue dans l'IPON. Aujourd'hui, nous allons parler préservation du territoire. C'est une thématique qui est essentielle, notamment pour nos petits territoires caribéens. Et c'est une thématique que j'ai abordée brièvement lors des ateliers qui se sont tenus durant la Semaine de la Caraïbe consacrée à la Jamaïque en décembre 2025 à la Mecca, notamment lors de l'atelier Welcome to Jamrock, Jeunesse de la Jamaïque. J'ai fait le choix de terminer cet atelier sur une ouverture à la fois linguistique et musicale, mais en tout cas une ouverture culturelle. Et je me suis rendu compte que la préservation du patrimoine face à une mondialisation certaine n'était pas quelque chose d'évident pour tous. En tout cas, la notion de préservation et surtout la nécessité de cette préservation n'était pas une notion évidente pour tous, notamment pour des personnes non caribéennes, des personnes originaires de mégalopoles ou simplement de pays bien établis, de pays peut-être même colonisateurs ou en tout cas de pays qui n'ont jamais été, eux, colonisés. Et c'est là que j'ai réalisé finalement que il y a un fossé au niveau de la compréhension de chacun, même au niveau de la sensibilité de chacun, tout simplement parce que nous n'avons pas tous le même vécu. Je m'explique. Lors de l'atelier Welcome to Jamrock, Jeunesse de la Jamaïque, je l'ai terminé par une ouverture donc linguistique, culturelle, musicale, dans laquelle j'invitais les participants à se questionner. Jamaica, is it still Jamaica or is it Jamaica? Est-ce que la Jamaïque est encore Jamaica ou alors est-ce qu'elle ne tend pas vers Jamaica? Au niveau de la langue, j'ai fait une comparaison entre une structure patois qui était utilisée encore il y a quelques années et une structure patois mais qui est influencée grandement par l'argot américain. J'ai pris différents exemples que je vais vous citer. En patois, on dirait You see how he moves ça. You see how he moves ça. Vois-tu comment il se comporte? Mais de plus en plus, nous allons entendre You see how him flex. You see how him flex. Flex à la place de move ça. Flex qui vient de l'argot américain. Un autre exemple. Me I go walla vibe with my friend them. Me I go walla vibe with my friend them. Je vais me détendre avec mes amis. De plus en plus, on entend Me I go chill with my friend them. Me I go chill with my friend them. Chill qui également est un terme de l'argot américain. Et enfin, he had this me. He had this me. Ou alors, he had take me for idiot. He had take me for idiot. Donc, très clairement, bon, il me prend pour un con ou pour une conne. Très clairement, il y a this me, on sait tous que this vient de disrespect. Mais le propre des langues créoles, c'est la contraction. Or, de nos jours, nous allons entendre it disrespect me. It disrespect me. Donc, on va entendre la version longue, là encore influencée par les États-Unis. Et donc, une remarque plutôt pertinente m'a été faite, mais je ne comprends pas. Le patois jamaïcain, dans tous les cas, ça a des influences anglophones. Alors pourquoi, en quoi tu viens apporter quelque chose de plus, une information supplémentaire? Pourquoi souligner ça alors que ça vient de l'anglais de base? Alors, déjà, ça vient de l'anglais de base, c'est un grand raccourci. Mais oui, tout à fait, le vocabulaire, une grande partie du vocabulaire, une grande partie du lexique, effectivement, est tiré de l'anglais.
Mais il y a une différence entre l'anglais du XVIIe siècle et l'anglais du XXIe siècle, l'anglais de 2025, de 2026 et des années à venir. Ça, c'est une chose. Et mon point ici, c'est vraiment de montrer l'argot américain, donc à savoir l'anglais américain familier. Donc, on n'est même plus dans de l'anglais standard, on est dans de l'anglais familier, en tout cas pour flex et chill, les deux premiers exemples que j'ai donnés, qui viennent s'immiscer dans le patois. Donc à ce moment-là, on a vraiment une influence moderne, on a vraiment quelque chose une appropriation linguistique moderne. On n'est plus dans la construction de la langue qui a eu lieu au XVIIe, XVIIIe siècle, on est vraiment dans une nouvelle construction, dans une déconstruction même de la langue pour aller vers quelque chose d'autre. Et ma question, c'est où est la limite? Où est la limite? Puisque certes, il s'agit d'une langue vivante, bien sûr, donc il y aura forcément des évolutions, mais comment préservons-nous notre patrimoine linguistique? Est-ce qu'il faut accepter tous ces changements? Est-ce qu'il faut accepter tous ces mélanges finalement? Est-ce qu'il faut se battre pour maintenir un standard patois? Et c'est la même question pour le créole guadeloupéen, puisqu'on entend de plus en plus un créole dit francisé. Mes apprenants ou les gens même en général autour de moi soulignent justement cette nouvelle habitude de franciser le créole, ce qui est normal puisque nous sommes dans un contexte diglossique, comme vous le savez peut-être, à savoir un contexte où la langue dominante est le français. Donc forcément, nous avons déjà des automatismes en français et lorsque nous souhaitons passer en créole, ces automatismes francophones persistent et donc vont se glisser dans le discours créolophone. Mais où est la limite? Est-ce qu'il faut que j'accepte finalement d'avoir un discours créolophone francisé ou est-ce que je me bats, est-ce que je fais l'effort pour maintenir un créole standardisé, même s'il est vivant et qu'il a évolué, c'est plus le créole qu'on va parler, qu'on parlait sur les plantations, encore heureux, mais où est la limite? Est-ce que j'accepte de mettre des quais chacune de mes phrases alors qu'il est clair que le quai est c'est un mot importé du français et c'est une nouvelle habitude que nous avons prise, puisqu'à la base, la syntaxe même du créole guadeloupéen et même des autres créoles de la Caraïbe, patois jamaïcain, Bajan, de la Barbade, Papiamento des ABC Islands, c'est une syntaxe ouest africaine. D'accord? Donc, c'est une syntaxe dans laquelle nous n'avons pas besoin de pronoms relatifs qu'est. Je t'ai dit que je n'ai pas faim, en dit ou comme ça, en pas faim. Ou alors, en dit ou en pas faim. Le consa même, c'est un confort pour moi. C'est correct grammaticalement, oui, mais c'est un confort. Et ça permet à ceux qui sont, comment dire, qui sont habitués à ce fameux qu'est, à ce fameux pronom relatif tiré du français, de trouver un juste milieu pour ne pas être perdu dans leur discours. Donc le consa, oui, on peut l'accepter. Mais le quai, moi, je suis complètement contre, puisque finalement, on va finir par parler français. Autant parler français. Donc là aussi, c'est ma question. Je suis partie du patois, j'arrive au créole guadeloupéen, mais la question reste la même. Où est la limite? Où est la limite? Que peut-on accepter? Jusqu'où peut-on aller? Comment préserver ce patrimoine linguistique face à la mondialisation? Puisqu'effectivement, avec la diaspora, que ce soit la diaspora jamaïcaine ou la diaspora guadeloupéenne, bien sûr qu'il y aura des mélanges, de nouveaux mélanges qui vont se faire, bien sûr qu'il y aura des nouvelles connexions linguistiques qui vont se faire. Mais où est la limite? Ne faut-il pas garder, préserver la syntaxe, la structure de nos phrases et même le vocabulaire de base
et peut-être permettre à ces langues d'évoluer au niveau de mots, de vocabulaire qui n'existent pas encore. Moi, c'est plutôt de cette façon que je le vois. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne parlons pas le créole qui était parlé sur les plantations, ce qui est normal puisque la réalité a changé. Donc, il y a des mots qui ont disparu. Gérer, ça a disparu. Le mot bitation, ça a pris un autre sens. À l'époque, bitation, c'était l'habitation, la plantation. Maintenant, bitation, c'est la campagne. Ok, ce sont les aires rurales. Ok, on a eu une extension du sens du mot. Il y a d'autres mots un peu plus modernes, mais qui ont déjà disparu. Ma beau, ma bonne, da, etc. Puisque là aussi, ça ne fait plus partie de notre réalité. Et entre-temps, il y a des mots nouveaux qui sont apparus. Les réseaux, pour dire les réseaux sociaux, même si il semblerait que le terme qui a été acté, ce soit câble social, mais là encore, je considère que le peuple a un pouvoir, le peuple a le pouvoir de choisir quels sont ces nouveaux mots finalement qui vont rentrer dans l'usage. L'usage est très important pour moi dans mon mode d'apprentissage et même dans mon mode d'enseignement, puisqu'il y a le dictionnaire qui dit quelque chose, il y a les linguistes qui disent quelque chose, mais il y a aussi l'usage. Il ne faut pas oublier que les langues créoles sont des langues nouvelles. Ce sont des langues qui sont encore en construction, donc rien n'est acté, rien n'est figé. Mais nous devons faire attention à l'usage tout en prenant nos précautions sur toute tout l'historique finalement de nos langues. Donc effectivement, est-ce qu'il ne faut pas plutôt se concentrer sur les mots nouveaux qui vont apparaître, tous les mots autour de la technologie, autour de l'IA, etc. Peut-être que là, on peut mettre un peu de miel dans notre rhum et accepter de prendre des tournures proches de l'anglais ou proches de l'argot américain, britannique ou que sais-je, ou des tournures proches du français dans notre cas, ou proches de l'argot français ou autre. Je suis vraiment plus ouverte à une évolution de notre langue à ce niveau par rapport aux mots nouveaux même qui intègrent notre société mondiale, puisque nous-mêmes, voilà, nous faisons face aussi à des changements dans notre société qui nous amènent à apprendre de nouveaux mots. Et ne faudrait-il pas, peut-être que vous entendez la pluie derrière moi, ne faudrait-il pas justement garder, préserver les termes qui existent déjà? Si j'utilise déjà le mot soulier pour dire chaussures, pourquoi je vais chercher à dire chaussy, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une vraie réflexion à mener au niveau linguistique. Lors de l'atelier Welcome to Jamrock, jeunesse de la Jamaïque, j'ai également pris l'exemple de la musique. Lorsque je me suis demandé, est-ce que Jamaica ne tire pas de plus en plus vers Jamaica? L'exemple de la musique est l'exemple donc du reggae dancehall. Lorsque nous écoutons le dancehall en 2025-2026, on constate qu'il y a un fossé entre le dancehall des années 90-80 et le dancehall de nos jours. Il y a plusieurs types de dancehall maintenant. Il y a le dancehall afrobeat, il y a le dancehall hip-hop, le dancehall R&B, le dancehall soul. Il y a beaucoup d'influences mondiales, mais même d'influences américaines dans le fameux dancehall. Est-ce que le dancehall est toujours le dancehall finalement? Comment expliquer cela? Donc, lors de l'atelier, je me suis intéressée notamment aux artistes jamaïcains qui ont signé dans des labels états-uniens, des labels américains. J'ai pris l'exemple de Shabba Ranks, qui pour moi est le premier à s'être vraiment lancé dans cette histoire de label américain, donc dans les années 90. Ensuite, Wayne Wonder dans les années 2000. Ensuite, ça a été suivi par Shaggy et Sean Paul qui ont maintenant leur propre label, mais qui est basé aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est un label américain? Et bien sûr, toutes les grandes stars jamaïcaines qu'on connaît maintenant, Shensia, Spice, Kelly Bang, Popcan, Mavado, etc. Même Kofi ont signé donc dans des labels américains. Et on sent bien que leur musique reste quand même différente. Enfin, reste. Leur musique est différente finalement
de ce qu'on pourrait attendre d'un artiste dancehall de base, ou en tout cas différent des autres artistes dancehall qui vont rester au niveau de labels locaux, labels jamaïcains. Quand on compare les chansons de Shensia lorsqu'elle était chez Romanch Entertainment et ses chansons maintenant, il y a une réelle différence. Après, je sais que la volonté de Shensia, comme elle l'a dit elle-même, c'est d'être la prochaine Rihanna. Elle ne veut pas s'enfermer dans le style dancehall, elle veut vraiment s'ouvrir à ce que le monde a à offrir. Pop, R&B, hip-hop, soul, tout ce qu'elle peut produire, elle va le produire. Donc son objectif n'est vraiment pas de rester dans le dancehall, même si les gens ont commencé à l'appeler princesse du dancehall, dancehall princess. Mais voilà, ce n'est pas en accord avec ce qu'elle veut. Par contre, Spice, Queen of Dancehall, elle, son objectif est vraiment de porter le dancehall au plus haut, au plus loin. Mais Spice ne va pas se cantonner non plus au dancehall. Et forcément, puisque lorsque nous travaillons avec des labels américains, états-uniens, ils ont des attentes. Ils ont des attentes et ils ont des critères pour que les sons pètent de façon mainstream. Donc elle va rester quand même un minimum fidèle à elle-même, mais il y aura aussi une transformation dans sa chanson. Lorsqu'on prend l'exemple des artistes reggae, on verra que la plupart d'entre eux vont plutôt rester chez des labels jamaïcains. Donc c'est un choix pour eux de rester au niveau des labels jamaïcains, de rester au niveau local et de rester authentique si l'on veut. En face, j'ai pris l'exemple d'artistes basés aux États-Unis qui vont prendre à bras le corps le dancehall et qui vont l'intégrer dans leur production. Donc, basé aux États-Unis ou enfin, basé en Amérique du Nord, je dirais, puisque j'ai pris le cas de Drake, le cas de Rihanna, qui est bien sûr barbadienne, qui est caribéenne, d'accord, c'est son héritage, mais elle est quand même basée aux États-Unis. Le cas de Tyga, Tory Lanez, Beyoncé, oui, puisque lorsque vous écoutez l'album Lemonade, vous écoutez Hold Up, c'est du reggae. Et j'ai pris le cas, bien sûr, de Major Lazer et de Monsieur We the Best Music, DJ Khaled. Et donc, on constate que ces artistes vont surfer sur la vague du dancehall, du reggae. Ils vont pas forcément créditer non plus cette musique. Ils vont même pas forcément dire oui, oui, c'est bien du dancehall que je fais, c'est bien du reggae. Il y a bien des influences dancehall reggae, il y a bien des samples jamaïcains. Ils ne vont pas forcément créditer, mais ils vont surfer sur cette vague. Et comme ça plaît finalement au public mainstream, ils vont prendre le dancehall à bras le corps pour eux. Major Lazer, d'ailleurs, pendant des années, j'ai cru qu'ils étaient jamaïcains. Et en fait, ce sont des Américains basés en Floride qui avaient tout simplement pour rêve de créer un nouveau style. Un nouveau style à partir de la musique électro. Ils ont fait plusieurs essais et se sont rendus compte que ils peuvent créer le dancehall électro qui n'existait pas encore à l'époque. Et donc, ils ont fait leur premier featuring mainstream, le premier featuring qui a vraiment touché les cœurs et les esprits avec Vybz Kartel, Pondy Floor. Et depuis, Major Lazer va produire des beats, des instrus dancehall, électro-dancehall en fait. Ils ont créé un nouveau style carrément. Et c'est à tel point, comme je vous disais, que je pensais qu'ils étaient jamaïcains. C'est incroyable. Donc, la chance, entre guillemets, de la Jamaïque, c'est que tout le monde sait que le dancehall est jamaïcain. Tout le monde sait que le reggae est jamaïcain. Donc là, certes, on a cette ambiguïté au niveau de qu'est-ce que devient le dancehall, qu'est-ce que devient le reggae même lorsqu'on écoute la musique de Koffee, mais je pense que le but de Koffee aussi, c'est de faire un sorte de reggae alternatif. Elle n'est pas dans le reggae roots, elle n'est pas dans le dub reggae non plus. Elle va proposer un nouveau style. Mais en tout cas, tout le monde connaît la maternité, la paternité du dancehall et du reggae. Moi, ce qui m'inquiète, puisque pour revenir à cette personne qui m'a fait cette remarque pertinente donc lors de ses ateliers, cette personne m'a dit, oui, mais qu'est-ce qui t'inquiète par rapport à la Guadeloupe le zouk, tout le monde sait que le zouk, ça vient des Antilles. Ah bon?
Vraiment. Est-ce que tout le monde sait que le zouk, ça vient des Antilles? Est-ce que les gens qui font de la kizomba en Angola savent que le zouk, ça vient des Antilles? Est-ce que les Caribéens qui jouent zouk là, c'est le médicament, nous nient dans leur carnaval en train de whiner là-dessus, pensent que ça vient, enfin, savent que ça vient des Antilles françaises, Guadeloupe et Martinique? Non, non, je suis désolée. Le zouk n'a pas été marketé comme le dancehall, le reggae, le compas, la salsa même a été marketé. Tout le monde ne reconnaît pas, tout le monde ne crédite pas le zouk. Ah, excusez-moi, Aya Nakamura fait du zouk, elle ne va pas créditer le zouk. Elle ne va pas dire que c'est du zouk. Elle va dire que c'est de l'R&B pop, R&B soul. Elle ne dira pas que c'est du zouk. Buzzy Signal a fait un zouk Can't Get Enough of Your Love. Il ne va pas créditer le zouk. En tout cas, lorsque le morceau est sorti, à aucun moment il n'a dit que c'était du zouk. Lorsqu'il est venu en Guadeloupe, je me rappelle plus c'était en quelle année, mais bon, ça devait être les années 2020, un petit peu avant les années 2020 ou un petit peu après 2020, je me rappelle plus. Début 2020, 2021, 22, je me rappelle plus. Bref, lorsque Buzzy Signal est arrivé en Guadeloupe et qu'il a chanté ce morceau, à ce moment-là, il l'a crédité. Il a dit merci le zouk. Mais lorsqu'il a sorti le morceau plusieurs années avant, il n'a pas, pour lui, enfin, il a présenté ça comme étant un nouveau style de dancehall, un autre style de dancehall, alors que c'est clairement du zouk. Allez écouter ce morceau. Donc, à quel moment allons-nous marketer notre patrimoine pour que le monde entier sache que ça vient de nous? Moi, mon objectif, c'est pas d'empêcher les gens de faire du zouk, de faire de la musique, hein. Mon objectif, c'est que la paternité, la maternité soient reconnues. OK? Et pour moi, c'est comme ça que la diffusion d'un patrimoine devrait être faite. OK? Si je danse de la salsa, je sais d'où ça vient. Si je fais du rock and roll, je sais d'où ça vient. Si je danse de la bomba, je sais d'où vient la bomba. Alors pourquoi, à notre niveau, le zouk nous a échappé? J'écoutais la chanson l'autre jour de Fanny J et José, la chanson Faux pas. Donc c'est une chanson que j'entends à la radio depuis plusieurs mois, que j'apprécie beaucoup. C'est un zouk, clairement. Et je me suis dit, mais c'est qui chante aux côtés de Fanny? Je connais pas cette voix. Enfin, j'ai l'impression de la connaître, mais j'arrive pas à percevoir j'arrive pas à percevoir l'identité de la personne qui se cache derrière cette voix. Donc je finis par me décider à regarder le clip. Je regarde le clip et là je découvre José, une artiste complètement inconnue, mais je vois clairement qu'on est dans un univers africain. Même si la musique, c'est de la musique antillaise, c'est du zouk. Et là, je constate que José, c'est une artiste de la Côte d'Ivoire qui a, en fait, sa discographie, c'est du zouk. D'accord. Est-ce que tous les auditeurs de José savent, est-ce que tous ces auditeurs en Afrique savent que sa musique vient de Guadeloupe et de Martinique? Je ne suis pas sûre. On est à un niveau tellement flou, on a un niveau de préservation tellement bancal on ne sait plus, on ne sait pas. Après, peut-être que j'en fais tout un plat. Peut-être qu'on n'a pas besoin de placarder partout que le zouk vient de Guadeloupe, mais finalement, comment promouvoir sa culture si on ne la préserve pas? Comment la montrer au monde si on ne dit pas au monde d'où vient-elle? Quelle est son origine? Et en fait, en tant que descendante d'esclaves, descendante de travailleurs, descendante de colonisés, et en tant que colonisée moi-même, la préservation de la culture, c'est essentiel et c'est primordial, puisque notre identité a déjà été effacée à plusieurs reprises dans notre histoire. Elle a déjà été bafouée, elle a déjà été étranglée, elle a déjà été pendue. Là, je pense notamment aux Tambouillés, lorsque les géreurs, les maîtres, etc., rencontraient des Tambouillés à Font-Logier, par exemple, ou dans les montagnes, ou voilà, sur les plantations,
on leur coupait la tête. Le tambour était interdit. Tentative de suppression de l'identité, tentative de suppression de notre patrimoine. Nos cheveux ont été rasés, nos langues ont été effacées, nos religions ont été bafouées. Donc en fait, est-ce qu'à chaque fois on va accepter que ce qui fait que nous sommes nous, ce qui nous appartient, notre patrimoine et notre culture, disparaissent? Est-ce qu'au bout d'un moment, il ne faudrait pas porter mon œuvre? Il ne faudrait pas mettre les bouchées doubles pour pouvoir préserver ce qui est à nous? Je ne vous dis pas de ne pas le diffuser. Le slogan de Get Free, c'est Promote your culture, embrace others. Donc, promeut ta culture et accueille-en d'autres. Pour accueillir, bien sûr, il y a un échange, etc. Mais au niveau de l'appropriation culturelle, stop. Stop. OK? Il faut éduquer les personnes extérieures, mais même commencer par nous-mêmes, nous éduquer nous et les personnes extérieures, afin qu'on fasse les choses en conscience. Et à ce moment-là, lorsqu'on fait en conscience, il n'y a pas d'appropriation culturelle, hein. C'est de la valorisation culturelle. Puisque je sais d'où viennent les choses que je fais et que je promeus, que je prends pour moi, entre guillemets. Je ne m'identifie pas comme le père, comme la mère de ce patrimoine, mais je le valorise, je me considère comme l'ambassadeur, l'ambassadrice de ce patrimoine. C'est la réflexion que j'ai voulu porter aujourd'hui et j'espère qu'elle vous aura aussi touché et que vous, à votre tour, vous vous demanderez, mais comment peut-on préserver notre patrimoine culturel tout en le diffusant au monde? Puisque ce qui fait la grandeur de la Jamaïque, la grandeur de Cuba, la grandeur d'Haïti, la grandeur de Trinidad, c'est ce patrimoine préservé et marketé qui a été diffusé dans le monde. C'est bien ça. Je vous remercie pour votre écoute et puis à bientôt dans l'IPON. Tradition là-haut, c'est, à bien quoi jubilé.